le On peut truc. dormir dans l'eau. On peut dormir dans l'eau. Moi, Et on peut dormir en nageant aussi. Est-ce que tu sens que tu es connecté à ce moment-là à la nature complètement? Et du coup, j'ai dit à mon entraîneur ce jour-là que non seulement j'allais pas arrêter, mais qu'un jour je finirais champion suisse. Est-ce qu'il y a des moments où tu es face à toi-même et tu veux abandonner? On a T'as mis... déjà un record alors. Oh, j'en ai plusieurs même. Si tu devais résumer cette aventure que tu es en train de faire en une émotion, ce serait laquelle? Cet été, je vais tenter de réaliser la plus longue traversée à la nage en faveur de l'environnement. Le but est de relier Calvi, en Corse, à Monaco. Plus de 180 km dans l'aire marine protégée Pelagos, en nageant environ 3 jours, 3 nuits, non-stop, sans monter sur le bateau. Une première mondiale. Tu demandes pourquoi je fais ça? On y vient, je te montre. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Parcours Authentique. Alors aujourd'hui, nouvelle invitée, on est dans un cadre un petit peu particulier, un petit changement de format, j'espère que ça vous plaira. Et je suis ravie de recevoir Noam Yaron. Noam, bienvenue. Merci beaucoup de m'accueillir, c'est trop cool, je me réjouis de cet échange. Merci à toi d'avoir accepté. Alors, on s'est rencontrés avec Noam un petit peu particulièrement puisque, comme vous le savez maintenant, il y a 2 mois de ça, j'ai fait une interview sur Légende. Et suite à ça, je recevais énormément de notifications sur Instagram. Et au moment où je regarde ces notifications, je vois le profil de Noam qui s'affiche. Donc, je décide d'aller voir. Et là, je vois une page Instagram absolument hallucinante qui m'intrigue, qui m'intéresse. Donc, je vais aller voir un petit peu plus loin. Je vais voir son site. Et là, je vois un parcours exceptionnel d'un jeune homme de 27 ans. Exactement. Exactement. Et Dans là, une semaine, je passe 28. Ah, bah t'es trop vieux alors, on fait plus d'interview. On annule, merci, On annule. on y... C'est clair. Et là, je me dis, mais cet homme a un parcours de fou. Je veux me connecter à lui. Donc, ce que je fais, c'est que je commence à écrire un message sur Instagram. Et là, je vois qu'en même temps, Je t'écris. voilà. Non mais c'est fou quand même cette C'est histoire. fou. Et en fait, finalement, nos messages s'entrecroisent. On décide de se connecter. On passe une petite heure à peu près à échanger. Je te propose cette interview. Tu me dis à fond, on y va. Let's go. Voilà. Et on se retrouve aujourd'hui. Trop bien. Je me Franchement, réjouis. La vie est quand même bien faite. Mais ouais, moi j'adore ce genre de connexion. Je trouve que c'est... En tout cas, c'est comme ça que je veux vivre la vie et c'est comme ça que je veux faire ces interviews avec ces connexions un petit peu improbables finalement, parce que Vraiment. je ne sais pas si on se serait rencontrés. Jamais, jamais. Je pense pas, puisque tu es de Suisse. Exactement. À Morges, en face d'Évian, sur les rives du Voilà. lac Léman. Et toi qui es à Washington. C'est ça. Improbable. Improbable. Mais bon. Donc écoute, on va raconter un petit peu ton parcours. C'est le but de cette chaîne. Et à travers ton parcours, tes ressentis, évidemment. Qu'est-ce que tu as ressenti au moment où, voilà, ce qui s'est passé pour toi. Je vais juste te présenter brièvement. Pour Allons-y. que tout le monde te resitue. Donc Noam, tu es un athlète. Mhm. Et tu es aussi j'adore cette expression, je te l'ai dit juste avant, tu es un éco-aventurier au service de la planète. Mais également un producteur de contenu, puisque tu as ta propre compagnie, tu Exactement. es CEO de ta propre compagnie, Noam Yaron Production, Exact. où tu accompagnes des entreprises, des fondations, des associations sur la création de leur contenu. Exact. Voilà. C'est juste. On peut citer quelques marques comme L'Oréal, le Comité international olympique, Microsoft, Greenpeace, la Croix-Rouge. Enfin, il y a quand même beaucoup de belles marques. Dans quelques mois, tu t'es lancé le défi fou de nager en mer sur une distance de 180 km. C'est ça. La distance entre Calvi et En Monaco. Corse et Monaco, oui, exactement. 5 jours, 5 nuits, Sans sortir de l'eau. sans sortir de l'eau. On va y revenir, on va en parler. On va s'asseoir On va tranquillement. et on va bien en parler. Il s'agirait d'un record du monde, on est d'accord? Exactement. Dans une catégorie assez spéciale, la natation, c'est un peu compliqué. Il y a des gens évidemment qui descendent des rivières avec du courant, d'autres qui font dans l'Atlantique avec certains courants à nouveau. Et nous, c'est considéré comme un open swim, donc dans la haute mer, et current neutral, c'est-à-dire sans courant favorable, on va dire apparent, bien qu'on a fait une première tentative il y a quelques mois en arrière, Ouais. qui s'est malheureusement interrompue à 100 km et 48 heures. Et du coup, je peux te confirmer qu'il y avait bien des courants, mais pas dans notre sens. Donc, C'est fou. J'ai beaucoup de questions par rapport à tout ça, parce que c'est quand même un
un challenge assez fou. On parle de 5 jours, 5 nuits sans dormir. Enfin, Attention. je sais qu'il y a une petite... Il y a une subtilité. voilà, On peut il y a une dormir dans l'eau subtilité. pour teaser un petit peu le On truc. peut dormir dans l'eau. On peut dormir Alors, dans attends, l'eau. on va... Et on peut dormir en nageant aussi. Oh là là, j'ai plein de questions. Et tout cela, comme je l'ai dit juste avant, à 27 ans. Je me dis, mais qu'est-ce que tu vas faire derrière, quoi? Tu vois, tu as encore tellement toute la vie devant toi. On espère, on ne sait jamais. Je pense vrai. que c'est un peu une philosophie de vie. C'est vrai. Tu sais, de se Ouais. dire, si maintenant ça devait s'arrêter, pour peu importe quelle raison finalement, de se dire que si là j'avais une seconde pour réfléchir à qu'est-ce que j'aurais fait différemment, de dire Ouais. rien. Et ça, je J'adore. crois que c'est... On s'arrête là. Merci. J'adore. Non, mais c'est ça, tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est de se dire, si là, maintenant, ça venait à s'arrêter, si maintenant, là, le Ouais. toit s'effondre et ça s'arrête, je vais me dire, ben, j'ai rien à regretter. J'ai rien à redire. C'est ça que j'aime chez toi et c'est ce parcours qui m'a plu et pour lequel j'ai été admirative et ce recul de la vie parce que quand on a échangé après, c'est vrai que je me suis dit waouh, il a une telle maturité, une telle sagesse aussi déjà à 27 ans. Tu trouves que j'ai- sage? Ouais. Moi, sage. Ouais, quand même. J'ai trouvé ça assez fou en fait. Et voilà. Et j'ai vraiment envie que les gens puissent te voir aussi un petit peu plus intimement, parce que bien sûr, vous pouvez aller visiter sa page Instagram qui est fantastique. Après, une page Instagram américaine aussi, Qu'on vient d'ouvrir. que vous qui est en- venez Qui est d'ouvrir. en train de devenir virale sur les Voilà, réseaux sociaux. Exactement. Donc, On a fait presque 50 000 abonnés. On est parti de C'est fou. 2000 abonnés il y a quelques jours et là, on est à 50 000 en l'espace de 7 jours, C'est je fou. crois. C'est vraiment complètement fou. c'est fou. On est trop contents. On va revenir évidemment sur toute cette préparation que tu es en train de mettre en place pour le mois de juin, je crois. Hein, c'est Exactement, cette deuxième tentative Calvi Monaco sera mi-juin, à peu près, ouais. ça? Alors, on va d'abord revenir à tes débuts. Avec plaisir. Comment tout a commencé pour toi? Comment tout a commencé? Ben oui, par quoi tu as commencé tes études? Qu'est-ce que tu as fait? Je sais que tu m'as Alors, dit que tu étais très matheux. J'étais très matheux, donc rien à voir Rien à dans voir. le domaine dans lequel je suis actuellement. Ouais. J'adorais, en fait, depuis tout jeune, j'aimais la difficulté. C'est-à-dire, j'aimais tout ce qui était difficile, le challenge. J'ai toujours essayé de faire les études les plus compliquées, celles qui m'ouvraient le plus de portes, là où les gens étaient un petit peu peut-être réticents à s'embarquer dans des études comme ça, ou le faisaient vraiment avec du sens. Moi, je le faisais vraiment un petit peu pour dire, ben voilà, je m'ouvre le plus de portes possible. Ça a été un petit peu ma vision depuis La très motivation. jeune. Mais j'étais pas du tout bon. Donc là, il y a aussi l'autre réalité qui se dit, ben, pour réussir à faire ça, il faut quand même avoir des capacités. Et j'ai été élevé voilà, très modestement par mes deux parents qui sont encore ensemble, avec un frère qui a à peu près 1 année et demie de moins que moi. On a été élevé la même chose, on m'a donné beaucoup d'espace pour faire ce que je voulais faire, on m'a laissé beaucoup de liberté, j'ai jamais vraiment eu d'heure de rentrée, même très très jeune. On vivait dans un petit village où on sortait dehors tard le soir, il n'y avait pas de risque, rien. Et ça m'a donné un petit peu cette autonomie qui m'a vraiment en fait permise de vraiment réaliser tout ce que j'avais envie de faire sans condition. Alors après, évidemment, des fois, il faut un petit peu de fonds, des choses comme ça. Oui. Du matériel qu'on n'a pas forcément, mais j'ai toujours voulu entreprendre, on va dire, c'est un peu le mot. Et j'ai commencé à faire des études en mathématiques et physique, S en France. Et j'adorais ça. J'ai fait plusieurs fois les championnats suisses de mathématiques. Ah oui, J'ai fait les Olympiades de Ah oui mathématiques, ouais. c'est fou ça. J'ai pas brillé aux Olympiades de C'est mathématiques, vrai mais sur les championnats suisses de mathématiques et logique, pour être précis, j'étais un des plus jeunes de ma catégorie et j'ai fini 6e ou 5e, dans les 10 premiers en tout cas. Et j'étais à une place de représenter la Suisse au championnat du monde de mathématiques et logique. Waouh. Et du coup, ça a été aussi toujours un peu cette guerre à me dire, est-ce que je peux y arriver? Est-ce que je peux essayer? Pourquoi pas moi, en fait? Ouais. Et je me suis toujours battue pour ça. Et à la fin de mon lycée, j'ai pris une année sabbatique et j'ai testé plein de choses. Ouais. Donc, dis-toi, moi, j'étais dans une classe que de garçons, pratiquement, parce que S, par défaut, en tout cas, ma classe était à 99% masculine. Tout le monde partait dans des études scientifiques, médecin, architecte, des études supérieures en physique Ouais. ou en mathématiques. Et moi, je suis parti faire une année sabbatique
j'ai fait les examens pour être pilote de chasse à l'armée suisse, donc piloter des avions. Donc j'ai piloté des avions. C'est vrai? Alors pas les FA-18, les Ouais. avions de chasse, mais j'ai fait des examens pour passer certains caps de ce long parcours qu'il faut faire pour être pilote de chasse. Mhm. Ça m'a pas trop plu. Ouais. Donc je me suis rendu compte que j'aimais mieux être dans les airs que de piloter l'avion. Ouais. Et ça, c'est vrai qu'à même à 17 ans, on ne se rend pas forcément compte de la différence, puisque moi, j'ai eu la chance de beaucoup pouvoir voyager aussi pour aller voir ma famille à d'autres endroits de la planète. Et c'est vrai que je me suis rendu compte en fait, que j'aimais juste être dans les airs. Et j'ai abandonné ce rêve qui était voilà, un objectif parmi tant d'autres. Je suis parti en Angleterre apprendre l'anglais. Ouais. Là aussi, je voulais faire le C1 d'anglais, Ouais. donc l'Advanced. Et j'arrive, premier jour là-bas, j'avais, pour te dire, vraiment juste la moyenne au lycée. Ouais. Je fais le test d'entrée, on me dit, mais vous, il faut que vous fassiez le Proficiency. Donc le Proficiency, c'est être bilingue. Ouais. Donc c'est vraiment, demain, tu veux être prof d'anglais, c'est le niveau qu'il te faut pour faire ça. Je dis, mais attendez, pas du tout. Et parce que tu avais une idée déjà derrière la tête en voulant être... Non, mais non juste l'anglais, je me suis dit, c'est quand va même te quelque servir. chose qu'il faut quand même Mhm. avoir dans sa boîte à outils. Et donc, l'équipe me convainc à Brighton, c'était en Angleterre, de me faire passer en 2 mois. Donc, c'est la période la plus courte. Tu as des sessions de tous les 4 mois et généralement, c'est 3 à 4 mois. Et là, c'est la session d'hiver qui durait que 2 mois. Et je n'ai pas passé le niveau Proficiency, mais j'ai eu le niveau parlé du Proficiency. Donc, super pour le CV et puis pour tous les autres trucs qu'il fallait faire. Et ensuite, j'ai commencé à faire des vidéos sur Internet. Ah voilà, donc tu as commencé par la création de contenu en fait. Exactement. D'accord. Donc là, à cette époque-là, Sur quoi j'ai 18 ans, Ouais. sur YouTube. Et mon rêve, c'était de répliquer ce que je voyais en Amérique. Donc les Américains qui faisaient des vidéos incroyables. Ouais. À l'époque, en France, il y avait quelques, on va dire, YouTubeurs connus, Mhm. Cyprien, Norman, etc., plein d'autres. Mais je regardais les Américains et surtout des Américaines qui faisaient des vidéos mais incroyables. Et je me disais, mais en fait, je crois que je suis capable de faire ça. Donc allons-y. On a habillé des bus, des trams dans les plus grandes villes du pays. On a fait des pubs, voilà, radio, cinéma, incroyable. J'avais ma tête sur les canettes de Fanta aussi à un moment donné. C'était dingue. fou. Donc on a tout fait, j'ai tout appris avec ce groupe qui m'a beaucoup donné. Ouais. Énormément de visibilité aussi parce que tout ce qu'on faisait était très oui. très visible. Ça n'existait pas, le mot influence, influenceur à l'époque, en tout cas on le... Dans quelle année? 2016, 2017, les D'accord. débuts Ouais, de début. notre collaboration. Et ça a duré jusqu'à début 2020. Et D'accord. puis, magique, donc on faisait des trucs fous, c'était incroyable. Et du coup, ça m'a fait grandir sur d'autres réseaux, donc sur Instagram, Ouais. là où je suis le plus présent aujourd'hui, où j'ai à peu près 400 000 abonnés. Ouais. Mhm. Et du coup, incroyable, j'ai commencé à travailler avec Universal aussi pour Ouais. faire la publicité notamment des films Jurassic World en Suisse, où on a fait des trucs de fou, où c'est tout nous qui avons Vous fait. voyez, quand je vous dis qu'il a fait un paquet de trucs, il n'a que 27 ans, je le rappelle. Et c'est pas fini, on n'a pas fini, on n'est qu'au début. On est qu'au début. Ouais. On est qu'au début, mais je sais pas comment expliquer, c'est tellement naturel. Pour moi, c'était même pas une course. Ouais. C'était vraiment, en fait, pourquoi pas, on y va. Et c'est pas, ouais, ce serait quand même cool, ou Ouais, mais lui, tu vois, il a ça, j'aimerais bien. C'était vraiment que de l'admiration de voir les autres réussir et de me dire, Ouais. en fait, j'aimerais bien aussi essayer. C'était ta motivation, mais tu vois, il y a des gens qui n'osent pas. On sent que toi, là, tu vois, t'y vas, quoi. Peu Oui. importe, on Et se pose après, pas de questions, on y va. J'ai il- envie de faire ça, j'y vais. Mais il y a plein de sujets, typiquement ma chaîne YouTube, et on a tourné une vidéo ensemble juste avant Ouais. qui sera sur ma chaîne. On Ouais. invite les gens à aller la voir après. Très fun, d'ailleurs. Ouais, on s'est beaucoup bien marré. marré. D'ailleurs, si je suis bien maquillée aujourd'hui, c'est grâce à On elle. s'est Vous le marré. comprendrez en allant voir la vidéo. Mais ce sujet YouTube qui est là, en fait, où j'ai commencé, ça fait des années, mais vraiment des années que je me dis, il faut que je reprenne. Il faut que je reprenne. Il faut que je reprenne. Et j'ai jamais pris le temps, parce qu'on a toujours le temps. Ça, Ouais. c'est aussi un truc assez important. On dit, j'ai pas le Exactement. temps, j'ai pas le temps. C'est de pas... Moi, je suis pas d'accord avec cette Ouais. phrase. Moi non plus. Ouais, Parce qu'en fait, on peut toujours trouver le temps. exactement. Il y a plein d'heures dans Quelles une sont les journée où on priorités fait pas grand-chose, où on peut l'investir parfois en regardant la télé, Ouais. en allant dormir, prendre soin de soi, mais aussi fait. peut-être téléphoner à quelqu'un ou travailler sur son projet personnel à côté même d'un travail à temps plein. Ouais. Et pour moi, ça a été de reprendre YouTube, qui a vraiment été une grosse procrastination pour moi. D'accord. Donc, ça se soigne. Mais alors, comment t'es arrivé à la nage, finalement, après ce... Alors, je nage Des- depuis tout petit. Ça, j'ai D'accord. un truc qu'on n'a pas forcément précisé. Je nage Ouais. depuis que j'ai 8 ans. Ouais. Commencer la natation à 8 ans, c'est tard.
si tu veux faire de la compétition. Chez Ouais. nous, on a ce qu'on appelle les bébés nageurs. Oui. Je ne sais pas si ça Oui, existe si, en si, on France. a ça, ouais. Qui est tu n'as même pas une année, on te jette Mhm. dans l'eau et, avec ta maman ou ton Oui, papa et c'est on te ça. regarde flotter, Ouais, remonter c'est à la ça. surface et tout. Et du coup, moi, j'ai pas du tout eu ça. Donc, tu arrives avec 8 ans de retard. 8 ans, quand tu es jeune, Mhm. c'est énorme. Hein, la capacité que le corps d'un Mhm. petit enfant a à se développer, ben, il est exponentiellement beaucoup plus grand que quand on arrive à nos âges maintenant. Mm. Et puis, j'étais très nul. Très, très nul. Mais vraiment très, 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 très nul. C'est-à-dire, C'est toi qui le sentais ou on te le disait? non, non, c'est le classement. Il y a, il y a pas besoin qu'on te le dise. J'étais nul. J'étais vraiment dans les derniers du classement. J'arrivais pas à faire des plongeons, donc je me faisais disqualifier aux compétitions qui n'étaient même pas officielles. Hein. C'était vraiment Mhm. des interclubs, des petits trucs. Je me faisais disqualifier. J'étais pas doué, mais j'adorais être dans l'eau. J'adorais être dans l'eau parce qu'en fait, ça m'apportait quelque chose que je trouvais pas ailleurs, qui était la tranquillité où tu es tout seul avec toi-même Mhm. et tu es face à tes pensées. Ça peut faire peur pour Mhm. certains de se retrouver face à soi-même, mais pour moi, Mhm. c'était en fait, c'est ce qui m'alignait en fait, Mhm. d'aller nager. Mhm. Et même, il y a plein d'anecdotes sur lesquelles j'ai eu des périodes très très difficiles où j'avais vraiment pour le coup pas de temps, où j'avais des priorités scolaires, etc., Mhm. qui étaient très difficiles à gérer. Et mes parents m'ont dit, mais t'es fou, il faut que tu arrêtes de nager, là, il faut prioriser tes études. Tu Et as eu j'ai de la dit, frustration et aussi? j'ai dit, non, Ouais. aller nager, c'est le seul moment de ma journée où j'arrive à déconnecter. Ouais. Et du coup, j'ai jamais, jamais, jamais lâché ce rêve que je vais te Mhm. partager de natation, qui était, après quelques mois, même peut-être une année et plus, donc tu as 8-9 ans, Mhm. et là, on voit tes résultats, ça commence à devenir sérieux, tu t'entraînes 2, 3, 4, 5 fois par semaine, voire plus, tu as les compétitions tous les 2, 3 Mhm. week-ends, et on te dit, ben, écoute, tu fais aucun résultat, t'es nul, pour moi, c'est laisse ta dur. place à quelqu'un d'autre, Ouais. ça vaut pas la peine de continuer. Et là, on te dit ça, devant tous tes Ah, camarades, c'est dur. tu as 9 ans, Ah, c'est dur. t'es pas à l'aise dans ton corps, Ouais. moi je l'étais pas en tout cas. Ouais. J'avais quelques kilos en trop. D'ailleurs, quand je les regarde maintenant, je me rends compte que j'étais pas du tout. Et que c'était moi, en fait, qui me faisait une image de moi-même qui était pas du tout. T'es fausse. Ouais, qui était complètement fausse. Ouais. Et du coup, j'ai dit à mon entraîneur ce jour-là que non seulement j'allais pas arrêter, mais qu'un jour je finirais champion suisse. Elle te vient d'où cette force comme ça? Cette détermination et Je sais pas. cette puissance, Moi, je tu vois, pense, on y croit ou on n'y croit pas, c'est peut-être un peu spirituel, mais moi, je crois que c'est. J'ai l'impression que c'est ma dernière vie. Ah oui, Tu vois ce que je veux dire? oui. C'est assez Ouais, fou. c'est intéressant. Que, en fait, d'avancer aussi vite, et il y a beaucoup de gens qui me disent, mais attends, mais comment ça se fait? Ouais. Et en fait, j'ai l'impression que je suis en train d'essayer de terminer quelque chose, Ouais. je sais pas quoi, mais je sais qu'en gros, cycle. le but, c'est de finir tout ce que les autres avant moi avaient peut-être pas eu la chance de faire, C'est et que hyper c'est peut-être intéressant. un peu ça qui me pousse à faire tout ça, Ouais. parce qu'il n'y a pas de raison. Hein. Je suis quelqu'un de très calme dans la vie de tous les jours, j'ai pas besoin forcément de prouver quoi que ce soit. La personne la plus critique, c'est moi-même. Vraiment, je suis très très dur envers moi-même, aussi avec les autres. Ouais. C'est pour ça que ça a été difficile aussi pour moi de construire une équipe, parce que quand on veut faire des projets aussi grands, il faut une équipe, il faut savoir manager. Oui. Quand on est jeune, c'est pas facile. Oui. Les gens compétents, Ah oui, souvent... parce que, Oui. excuse-moi, je ne l'ai pas dit, mais comme il a une société de production, il gère quand même 10 personnes à 27 ans, ça aussi. Dont ma maman, qui ta compte maman. pour 2. C'est vrai. Non, je rigole, pas du tout. Non, mais c'est vrai, c'est un sacré exercice. Mais Et puis, oui. il faut être capable aussi d'admettre que c'est En un fait, tu métier. es multitâche, quoi. Tu fais plein de choses. Je suis la définition de ce qu'on veut pas dans le milieu du travail. C'est-à-dire? Dans le milieu du travail, on te demande d'avoir une spécialité. On te veut Ouais. pour ça. Oui. Toi, tu es make-up artiste, Ouais. on veut pas que tu saches faire des réseaux Ouais. sociaux. Ouais. Ça c'est peut vrai. être sympa, mais c'est pas ton métier. Je c'est t'engage pour ce service. Ouais. Et pour nous, je mets nous en tant que l'entreprise, la marque, qui est Ouais. finalement le produit, c'est moi. Hein. Oui. C'est aussi pas facile à gérer, hein, parce que quand le produit ne plaît pas, c'est pas on change le packaging. Le packaging, voilà, hein, tu le maquilles, c'est tout ce que tu peux faire. Mais non, parenthèse fermée, c'est très difficile de réussir à jongler sur tout ça. Quand tu commences seul, tu fais tout toi-même. Oui. Tu apprends toutes les ficelles du métier. Et tu dois engager des gens aussi avec des budgets qui ne sont pas toujours énormes. Mhm. Tu dois trouver des gens qui sont à la hauteur de ce que tu attends. Oui. Tu dois avoir le temps de former ces gens tout en t'entraînant quand même à 50%. Donc, ouais, je suis quelqu'un de stable.
je dirais, Ancré. malgré des idées folles Ouais. qui vont dans tous les sens, dans ma vie personnelle, on va dire, qui Ouais. est complètement intégrée dans ma vie professionnelle, hein, parce que tout Ouais. est lié. Je suis quelqu'un de très, très stable avec... Oui, c'est ça finalement. Donc, juste pour accélérer le processus, tu as réussi à combiner ta passion, donc la natation, Exact. la nage, et à en faire de la création de contenu finalement, à poser les choses sur Instagram. Exact. Tu te lances aussi dans des défis de fou. Et on va en reparler, on va revenir un peu sur ces défis parce que alors, on a compris que tu es quelqu'un de déterminé, que voilà, que ça avance, hein, ça va toujours, toujours next step. Qu'est-ce qui a déclenché chez toi cette envie de te lancer dans cette aventure, celle que tu vas faire là au mois de juin? Alors, elle a plusieurs déclencheurs. J'aurais jamais imaginé, il y a 4 ans en arrière, me lancer ce défi, mais vraiment jamais. Ouais. Et Ça a été quoi ces déclencheurs? pour terminer, c'est ce lien avec la natation, ce fameux ultimatum que mon entraîneur m'a posé, que j'ai dit qu'un jour je finirais champion suisse. J'ai fini par y arriver. 10 ans plus tard, j'étais le premier de mon équipe qui était là de natation à cette époque où j'avais 9 ans à réussir cet exploit. Et j'ai arrêté la natation de compétition sur ça. Et je me suis lancé des défis en faveur de la nature. Parce que j'avais envie d'utiliser en fait mon énergie, pas pour montrer mon niveau, avoir une médaille ou un classement ou une qualification, mais d'apporter ça dans quelque chose qui faisait sens. Sens, exactement. Et pour moi, j'avais pas du tout l'environnement en tête au début. Je voulais le faire pour une association, comme beaucoup de défis le font, mais j'avais pas d'idée précise. Et je fais mon premier entraînement dans l'eau, puisque c'était en 2021. En 2021, piscine fermée à cause du Covid. Donc tu t'entraînes en lac, en janvier, en plein hiver. Et ce qui est fou, c'est que cette période de l'année, le lac Léman, il est transparent. À cause du froid, il n'y a pas d'algues, il y a moins de transport, de baigneurs, donc il y a moins de mélange d'eau. Et du coup, tu vois beaucoup mieux ce qu'il y a au fond. Et j'ai découvert la catastrophe qui était en fait juste sous mes yeux, à côté de chez moi. Et ça t'a touché? Et ça m'a vraiment touché. Et je me suis dit, en fait, s'il y a une cause qu'il faut défendre, c'est celle-ci. Et du coup, j'ai fait cette traversée du lac Léman, 80 km. On a explosé le record de cette traversée. Je pensais faire 24 heures. On a fait 19h53 minutes et 7 secondes. On a mis... T'as déjà un record alors? Oh, j'en ai plusieurs même. What? Oui. Waouh. J'en ai plusieurs. Et celui-là, on a battu le précédent record de près de 3 heures. Ah oui. 3 heures. Quand même. Il a été enregistré? Alors, depuis, on a ouvert des nouvelles discussions, mais normalement, quand tu fais de la natation en eau libre, ce qu'on appelle de l'open water, voilà, c'est traversée un peu folle, les réglementations historiques sont de le faire en maillot de bain. Me demande pas pourquoi, c'est parce que ça a été inventé comme ça, les combis sont venus après et ils les ont jamais intégrés aux discussions. Et nous, on a décidé d'essayer de contrecarrer ça parce qu'en fait, aujourd'hui, une des autres règles, c'est que tu n'as pas le droit de sortir de l'eau. Sauf que pour faire autant de temps dans l'eau, il faut te mettre une couche de crème solaire comme ça. Et pas la crème solaire sympa qu'on connaît. Des bonnes crèmes solaires bien toxiques pour l'environnement. Et du coup, comment est-ce que toi, aujourd'hui, tu peux défendre une cause en allant couvert de blanc? Et je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point c'est blanc. C'est-à-dire que tu as vraiment une couche complètement blanche partout sur toi et tu es censé représenter, par le biais de ton défi, la préservation de l'environnement. Pour moi, ça me paraît c'est impossible. On s'est battu pendant plusieurs années et la Fédération internationale de natation en eau libre qui a entendu notre parole et s'est dit, en fait, ils ont raison. Donc, ouvrons une nouvelle catégorie. Et du coup, ma première tentative, Calvi Monaco, donc de 103 km en 48 heures, a été le premier véritable, on va dire, en tout cas de la fédération, la World Open Water Swimming Federation, pour être précis, la première nage qui a été homologuée en combinaison. Et du coup, on a ouvert en fait des nouvelles portes dans le sport. Génial. Parce qu'on n'était pas content avec ce qu'il y avait à la base. Pas parce que moi, je me voyais pas nager en maillot de bain, mais parce que ça ne faisait aucun sens. Et aujourd'hui, on a plein de nageurs qui se disent maintenant, je vais pouvoir me mettre à ce sport, me battre pour cette cause-là et le faire dans les meilleures conditions possibles. Justement, après ce défi, est-ce que tu as déjà une idée en tête de quel autre tu pourrais Est-ce que tu te projettes déjà? Après Calvi Monaco? Ouais. Je pense pas. Ah ouais. Je l'avais avant de faire cette première tentative, où j'avais quelque chose pour 2025, voire début 2026, mais qui se prépare sur 2025.
Et maintenant, plus. D'accord. Plus. Parce que je pense que c'est vraiment Déjà, on a parlé vraiment avec des professionnels, donc des médecins spécialisés dans ce genre de trucs un peu fous, et qui nous ont dit, là, tu es en train d'arriver à la limite de ce qu'on pense qui est possible. Alors, ce que l'être humain est possible, on le dépasse déjà largement. Et c'est encore une fois, c'est qu'une pensée. C'est que quelque chose que les gens se sont mis, c'est une limite qu'on se met dans sa tête. Mais ils ont dit, c'est même pas humainement, c'est qu'en fait, la complexité de tous les éléments qu'il faut pour que tu réussisses à traverser ces 180 km en pleine mer, tu vois pas les côtes, entre le vent, les vagues, la météo, les marées, parce que même si elles sont petites, il y a des marées en Méditerranée, les courants, il y a des courants très forts. Il y a trop de paramètres, en fait. Et ça dure jusqu'à 5 jours, 5 nuits, dans lesquels j'ai pas le droit de sortir de l'eau. Donc, comme on l'a dit, dormir dans l'eau, dormir en nageant, c'est des trucs qu'on a réussi à développer qui sont complètement fous. En fait, alors, attends. Il va falloir que tu m'expliques ça quand même. Tu veux que je t'explique? Ah ouais, non, attends. Tu veux que je t'explique? C'est-à-dire que 5 jours... Alors, je sais que tu m'as parlé de l'hypnose. Il y a l'hypnose. Oui, ça fait partie de ça, ouais. Voilà. Moi, j'ai beaucoup fait d'hypnose. Donc ça, c'est quelque chose que je peux comprendre. Dans un état d'hypnose, tu es à ce demi-conscient, en fait. Une espèce de conscience, mais sans être vraiment là. Donc, en fait, tu es dans un sommeil et en même temps non. Comment tu gères le truc? Alors déjà, pour poser le cadre, normalement, si tu dépasses une performance de 24 heures en endurance, qu'on appelle même de l'ultra-endurance, passé 24 heures, normalement, on t'annonce que tu pourrais avoir des hallucinations. Oui. Moi, c'est ce que certains nageurs expérimentés qui ont passé cette barre des 24 heures que j'avais jamais passé avant, m'ont dit, attention, ça peut faire peur. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui s'est passé après 24 heures, pratiquement. Ouais. Et là, tu vois des choses qui n'existent pas. Donc là, par exemple, ce micro, je le vois en te regardant. Donc, tu vois, je l'ai dans mon champ de vision. Ouais. Mais je vois un serpent. Ah ouais. Ton cerveau fait en fait des raccourcis sur des trucs qu'il voit au lieu de se dire « je prends mon attention pour voir que ce truc noir est un micro », il va dire « lance le truc, le premier qui te vient à l'esprit parce qu'en fait, ton cerveau est tellement fatigué qu'il ne faut pas qu'il prenne de l'énergie pour des choses qui n'ont pas de sens. Ouais. » Et en fait, là, dans cette pièce, tu ne te rends pas compte, mais tu te rends compte que là, il y a une bougie qui clignote, tu te rends compte qu'il y a le feu qui crépite dans le coin sans même y faire attention. Et ça te prend de l'espace mental. Ouais. C'est pour ça qu'on te dit quand tu es chez toi et qu'il faut avoir un univers bien rangé, c'est pas parce que c'est feng shui et que c'est sympa, c'est parce que ton cerveau, en fait, il emmagasine toutes ces informations. Oui. Donc le less is more, le design nordique, c'est vraiment, c'est pas prouvé, c'est juste évident. Oui. Un espace de travail bien rangé, son bureau d'ordinateur, sa pièce où tu travailles, elle doit être la plus épurée possible pour pas avoir ton esprit qui travaille inutilement sur tous les éléments de la pièce. Okay. Ça, c'est pas du tout une pièce dans laquelle il faudrait travailler, par exemple. Ouais, d'accord. Et du coup, quand tu nages à partir de 24 heures, tu n'as pas le droit de sortir de l'eau, tu dois trouver des techniques. La première, très simple, tu peux te coucher sur le dos et dormir. Mm-hmm. Pas très simple, hein, parce qu'il y a des vagues dans la Méditerranée. C'est connu pour être l'une des mers les plus capricieuses du monde. Mmh. Donc, tu te mets sur le dos. Si tu as de la chance, c'était notre cas. Il y avait pas mal de moments où c'était très, très calme, où tu peux te mettre sur le dos, tu fermes les yeux. Et là, tu utilises l'hypnose parce qu'on fait des micro-siestes de 7 minutes. Donc, l'objectif, je me mettais un petit foulard sur les yeux pour me cacher de la lumière du soleil. Ouais. À nouveau, tu ne peux pas le faire la nuit parce que la nuit, ton corps se refroidit, l'eau aussi, puisqu'il n'y a plus de soleil. Et du coup, tu risques l'hypothermie. D'accord. Tu fais comment alors la nuit? La nuit, tu dois avoir la batterie nécessaire. D'où ce que je vais te raconter maintenant. D'accord. Et donc, quand tu dors la journée, donc paf, tu te mets sur le dos, tu mets ton petit truc si tu veux te cacher les yeux du soleil. Et moi, je compte jusqu'à 10, inversé. Enfin, je pars de 10, j'arrive à 0. Et à 0, comme on te fait dans Mesmer, tac, tu t'endors. Donc, je m'auto-hypnose et je me parle à moi-même pendant 7 minutes. Donc, où je dis à mon cerveau de s'éteindre, de se régénérer, que c'est la pause, qu'il peut penser à autre chose, qu'il peut se laisser aller, etc., etc. Et ce que je dis paraît fou, mais par exemple, quand je faisais ça, les hallucinations disparaissaient. Et les hallucinations, je n'ai pas les termes techniques, mais sont liées en fait à une certaine pollution, un liquide qu'il y a dans ton cerveau. Et c'est pour ça qu'on te dit que c'est bien de dormir sur le côté pour que ce liquide en fait s'évacue. C'est pour ça que quand tu dors sur le dos, c'est moins bien. Tu as un moins bon sommeil régénérateur. Il faudrait dormir sur le côté. Et je crois même qu'il y a un côté qui est mieux que l'autre. Ah ouais? Ouais.
si je dis pas de bêtises. Faudra aller se renseigner. À nouveau, complètement fou. Donc, tu apprends des choses folles. Ouais. Donc, c'est des spécialistes qui m'apprennent ça. C'est pas Ouais. du tout mon métier. Et du coup, je fais ces petites micro-siestes la journée et la nuit. C'est là où tu as des coups de fatigue, entre 2-3 heures du matin. Tous ceux qui sont travailleurs de nuit ou le jet lag, tu Oui. le sens bien. Et paf, tu as un peu ces Oui, coups on durs. sent bien là. Toi qui viens de Washington, tu le comprends bien. Et du coup, en fait, ce que je fais, c'est qu'en nageant, et je peux le faire que la nuit, pour dormir en nageant, ça se fait que de nuit. Pourquoi ? Parce que tu as ta ligne d'eau que j'ai. J'ai Oui. une petite ligne d'eau, comme dans une piscine, qui est tractée en fait derrière le bateau, et moi, je nage à côté. Avec une lumière la nuit. Et la nuit, on met une lumière. Voilà. Et du coup, quand tu fermes les yeux, la nuit, Ouais. comme tu fermes les yeux ici, tu vas voir qu'il y a de la lumière. Et si Oui. tu mets ta main devant, tu vois qu'il y a de l'ombre. Oui. Et du coup, en fait, il y a une partie de ton cerveau qui s'endort et l'autre qui doit rester attentive si tu dévies d'un côté ou d'un autre. Si la lumière dans mes paupières fermées devient de plus en plus forte, c'est que je suis en train de me rapprocher de ma ligne et donc il faut que je me décale. Et à contrario, si la lumière est de moins en moins forte, c'est que je suis en train de m'enfoncer dans les profondeurs de la Méditerranée. C'est fou. Et du coup, mon équipe a l'information que si je décale plus que tant, c'est que je suis en train de partir et qu'il faut qu'ils m'arrêtent ou D'accord. qu'ils viennent me chercher. Et du coup, j'ai toujours un bateau qui est derrière moi, Ouais. à contrario de celui qui est devant, Ouais. qui est fait pour venir me chercher au cas où, pour pas avoir besoin de faire un demi-tour, sachant que tous les trucs GPS sont sur le bateau qui me Ouais. suit, puisque moi, je suis par défaut le gros bateau. Et donc, c'est assez fou et tu peux le faire que la nuit. Et c'est comme certains animaux, le dauphin par exemple, ou la baleine, sauf erreur, qui ont toujours une partie de leur cerveau qui est en fait éteint, enfin qu'ils peuvent éteindre tout en ayant toujours cette Il y conscience a à des moitié animaux réveillée. qui viennent connecter avec toi? Oui, C'est vrai? beaucoup, ouais. Ouais. Ouais, c'est dingue. Ah, Moi, tu dois voir j'avais... des trucs, assez fou. Moi, quand je suis allé faire mes premiers entraînements, j'ai vécu 1 mois à Monaco pour me préparer. Ouais. Donc, première fois que je nage en mer, pendant 1 mois, je m'entraîne pas tous les jours parce que la météo était pas super, mais je croise rien. Je croise rien. C'est-à-dire même pas un poisson, un truc, un machin, Ouais. je croise rien. On voit de temps en temps, je me suis fait piquer par une méduse, accessoire, mais c'est pas grand-chose. On me dit dans la traversée, moi j'ai peur des requins. Évidemment, tu vois, Mais le oui. petit Suisse qui vient du lac, Mais oui. qui a rien de dangereux dedans, on te dit, voilà, il y a des grands requins blancs dans la Méditerranée. Et tu dis, ah oui, d'accord. Et du coup, et on me dit, mais pas de souci, on a très très peu, ça se compte, j'exagère un peu, mais sur les doigts d'une main, on les voit très rarement, malgré que dans la presse, on voit qu'ils s'approchent quand même des fois des côtes. Enfin, ils sont dans cette région. Enfin, c'est pas observé dans une autre région de la Méditerranée, entre Calvi et Monaco, il y en a eu dans le sud de la France, enfin, c'est commun. Et là, tu fais un pari sur toi-même, tu te dis, en fait, il y a un moment donné, on va pas reculer à cause d'un requin, quoi. Donc, tu essaies de trouver des solutions, tu essaies de trouver du matériel. Il y a des bracelets, en fait, que tu peux mettre aussi sur ta ligne d'eau, mais que moi, j'avais sur ma cheville, qui émettent, en fait, des ondes électromagnétiques Pour et qui sont repousser. censées, je dis bien censées parce que c'est évidemment testé cliniquement et tout, dans des conditions réelles, mais on ne sait jamais, c'est des animaux qui peuvent avoir des réflexes, des choses comme ça, qui comme nous, voilà, ça ne se fait pas de se lever et crier au milieu d'une pièce, mais ça peut arriver. Le requin, il peut se sentir peut-être pas assez repoussé par ça. Donc c'est une précaution qu'on a faite, je n'ai pas croisé de ça, par contre j'ai croisé énormément d'autres animaux et on m'a dit, quand j'ai annoncé ce défi, j'ai parlé à des spécialistes et ils m'ont dit, si tu as la chance de croiser déjà ne serait-ce qu'un animal, ce serait déjà incroyable. Ah oui. Parce qu'ils ont peur de toi, pas qu'il n'y en a pas, oui. mais que par défaut, normalement, ils sont pas... croisé quoi comme plein animal? de choses. Des raies. Déjà des raies, j'en avais jamais vraiment vu comme ça, qui te suivent. Ouais. Des raies même en voie d'extinction. Des raies pastenaques qui sont d'ailleurs venimeuses. C'est vrai. Et donc, moi, je les vois, je suis là, waouh, c'est incroyable. Et tout d'un coup, tu as notre responsable scientifique qui fait, attention, elles sont venimeuses. Puis j'ai dit, mais elles vont pas m'attaquer. Enfin, elles sont là, elles sont en train de voler en dessous de moi, c'est qu'elles sont à l'aise, donc on va les laisser. Aussi la nuit, puisque les raies sont attirées par la lumière. D'ailleurs, tous les animaux, enfin pas tous les animaux, mais la plupart sont attirés par la lumière. Et du coup, oui, j'ai eu quelques petites rencontres sympas la nuit. Est-ce que tu sens que tu es connecté à ce moment-là à la nature, complètement? Je sais pas comment expliquer ça. Ouais. Je dirais que eux sont connectés avec moi, mais que moi, j'en ai pas vraiment conscience. Ouais. Je sais pas si ça fait sens ce que je dis. Ouais. Je sens que eux comprennent ma démarche. Oui. D'ailleurs, les autres animaux que j'ai vus et qui sont très rares à observer, il y a des gens qui vivent au bord de la Méditerranée qui d'ailleurs ne savent même pas que ça existe. On a vu des dizaines et des dizaines de baleines. C'est une espèce qui est aussi un petit peu menacée.
qui s'appelle le rorqual commun, qui est la deuxième plus grande baleine au monde. Elle fait entre 20 et 25 mètres, sauf erreur. Wow. Donc, tu as une demi-piscine olympique Ça doit là, être impressionnant qui de passe voir à côté. ça. Ouais. Et moi, c'est quelque chose dont j'ai un petit peu peur. J'ai un peu des appréhensions à nouveau. Tu vois, moi, je viens de mon petit lac, mes petits lacs suisses. Si tu as une petite perche comme ça qui passe, waouh! Il y a plein d'autres animaux dans ces lacs, mais que j'ai jamais croisés. Ouais. J'ai une question parce qu'on n'en a pas parlé. On a parlé du sommeil, mais la nourriture. Oui, Comment tu fais pour te nourrir? c'est la question qu'on me pose le plus. Comment Eh oui. tu manges et comment tu fais caca dans l'eau? Donc, on va répondre aux deux. Alors, pour la nourriture dans l'eau, c'est très simple. Donc, la règle, c'est que tu dois rester dans l'eau. Donc, Ouais. tout les certains nombres de temps, là, c'était 30 minutes, parfois 1 heure. On te lance une petite bouée. Une bouée un peu que j'appelle cocktail, de bar, de piscine. T'as ton Dans petit lesquels tu as des apéro. trous. Voilà, tu as des trous et tu as tes petites gourdes qui sont rattachées Excellent. pour pas qu'elles tombent et qu'elles Ouais. passent dans la mer, que tu remets. Tu as tes petits bols avec. Moi, je mangeais pas mal de. Mais tu manges toutes les 2 heures, 3 heures Tout le temps. Tout le temps, temps. tout le temps, tout le temps, D'accord. ouais. Ça, c'est vraiment le secret parce que tu brûles tellement de calories. Mais oui. Peu importe la température de l'eau, alors plus elle est basse, plus ton corps doit dépenser de l'énergie pour garder sa température. Bien sûr. Mais il y a aussi évidemment l'effort qui est gigantesque. Et tu manges tout le temps. Donc moi, je mangeais des œufs brouillés avec de la banane et de la cannelle Oui, pour avoir de l'énergie. pour avoir de l'énergie Mm. et puis un peu de goût sans avoir trop à mâcher parce que c'est aussi difficile. À force d'ouvrir la bouche toutes les secondes pour Oui. respirer, ta mâchoire, elle se fatigue. Le froid aussi t'endort un petit peu la mâchoire, trempe, bien que, peut-être. ouais, Ouais. que l'eau était pas du tout froide, mais qui, avec les heures Mhm. passant, c'est de plus en plus dur. Et puis, beaucoup de nutrition qui passe par le liquide, donc des boissons un peu isotoniques. Oui. On travaille avec une marque qui a été créée par un nutritionniste, qui est mon nutritionniste, qui a travaillé d'ailleurs avec Federer D'accord. en tant que préparateur physique avant, et il est devenu nutritionniste. Ah, quand même. Ouais, il s'appelle Olivier Bourquin. Il fait des trucs de fou. Il te met, enfin, tu vois, tu mets tes pieds et tes mains sur une plaque et il peut savoir, en gros, avec un champ électromagnétique, enfin, de l'électricité qui passe dans les cellules, à quelle vitesse il peut savoir de quoi tu souffres, comment est-ce qu'on peut améliorer ta nutrition. Et c'est vraiment scientifique, basé sur des chiffres, quelque chose de très concret, Mhm. chose que moi je raisonne bien avec mon passé de Mais oui, scientifique. mathématicien. Mais oui. Et du coup, voilà, c'est un laboratoire d'exploration. C'est des choses que très peu de personnes au monde ont fait ou se lancent dans des conditions pareilles. Et donc, de pouvoir servir aussi d'outils pour faire évoluer la science et répondre à des questions qui sont encore Mhm. pas encore résolues finalement, Ouais. c'est aussi hyper valorisant. Et puis de servir de rat de laboratoire aquatique, c'est cool aussi. Il y a une question que je ne sais pas si tu te l'es posée. Est-ce que tu visualises ton arrivée? Oui, bien sûr. Beaucoup. Qu'est-ce que ça te fait quand tu visualises? Ça provoque beaucoup d'émotions, c'est sûr, parce qu'on sait que c'est pas la traversée qui est difficile, c'est la préparation de cette traversée. C'est ça. En C'est fait, de- la traversée, c'est l'aboutissement finalement. Oui, c'est le plus simple. Mais oui. C'est le plus simple. Ouais. Et d'ailleurs, sur cette première tentative, c'est pas vraiment ma faute si on l'a interrompu. Il y a la nature aussi, mais il y a des erreurs techniques qu'on a fait sur le bateau. Ouais. En termes de navigation, de dérive. On peut toujours faire mieux, c'est sûr. Mais il y a beaucoup de soucis techniques qu'on peut facilement résoudre, donc c'est des Mhm. réponses faciles. Mais moi, dans ma tête et dans mon corps, je suis prêt. Et c'est ça qui est difficile à avouer sur cette première tentative, c'est de se dire je sors, et c'est pas parce que je suis pas capable d'y arriver. Et ça, moi, je dois l'assimiler, que les autres le croient ou pas, c'est pas grave. Et d'ailleurs, Mhm. personne n'a jamais remis ça en cause. C'est ça aussi qui est fou. Moi, je me suis dit, tu vois, un petit Suisse qui arrive en France, à Monaco, qui dit qu'il va battre un record du monde, qui va traverser la mer et qu'il n'y arrive pas, c'est le premier truc qu'on pointe du doigt, qu'on dit, haha, le petit Suisse, c'est sympa. Hein. C'est tout l'inverse qui s'est passé. Les médias, ils nous ont fait, mais des gros médias comme Le Parisien, 3-4 articles, Mhm. avant, pendant, après, en nous disant Libération nous a fait une couverture avec mieux que Léon Marchand. Waouh. 2 semaines après, les Jeux Olympiques. Ah ouais, quand même. Et tu te dis, le gars, c'est un Suisse. Les Français, ils savent même pas qui c'est. Et c'est là où on a réussi notre pari. On a réussi à toucher les gens, on a réussi Ouais. à les sensibiliser, on a réussi à connecter les gens avec Mhm. la mer, avec la planète, avec la nature. Et en fait, c'était ça l'objectif. Et c'est les gens qui l'ont vu avant moi. Tu vois ce que je veux dire? Ou égoïstement, je me suis dit, il faut que j'arrive à atteindre ce truc, sinon on n'aura pas réussi. Et en fait, pas du tout. Et d'ailleurs, ce défi sportif, bien que je veux vraiment y arriver et qu'on va y arriver, que, en fait,
le but de tous ces défis, c'est pas d'y arriver. C'est de toucher les gens et d'avoir un impact. Et c'est ça, je pense, vraiment le lien de tous mes projets. Ouais. C'est vraiment d'avoir un impact. Que quand... Pourquoi pour inspirer l'autre pourquoi tu veux avoir tant d'impact? Je dirais pour prouver que c'est possible. Ouais. À soi, mais aussi pour les autres, de se dire pourquoi pas moi, et que si lui, il a réussi, voilà, moi, j'ai rien de particulier. Hein. Ouais. Regarde, tu me croises dans la rue, tu te dis pas que j'ai des records de natation. Ouais. Et d'ailleurs, j'étais nulle au départ. Ouais. Et même là, tu me fais nager avec les meilleurs nageurs, enfin Léon Marchand, et il me met la raclée. Est-ce que tu sens que tu as encore des choses à prouver? À prouver aux autres, non. À prouver à moi-même, oui. Mais pas dans une optique d'égo, mais dans une optique d'exploration. Tu vois, de me dire, est-ce que ça, on est capable de le faire? Rien que si je me pose la question, c'est je me dis, on va voir si c'est possible. C'est intéressant parce que tu viens de me dire, est-ce que ça, on est capable de le faire? Oui, j'utilise beaucoup le mot on. On me le reproche tout le temps. Est-ce que je suis capable de le faire? Parce que c'est vrai que tu travailles avec une équipe, mais finalement, c'est toi qui es dans l'eau. C'est toi qui va... L'équipe va te permettre, va mettre toutes les dispositions possibles et inimaginables pour que tu fasses la performance. Mais finalement, cette performance, elle t'appartient. Ouais, mais je dis tout le temps on. Et d'ailleurs, c'est très drôle parce que toutes les personnes qui m'interviewent me font « Mais c'est qui on ?» Et puis tu sais, je me dis, mais en fait, pour moi, c'est tellement naturel. C'est-à-dire que c'est un travail d'équipe. Oui, je suis tout seul dans l'eau, mais en fait, les ravitaux, c'est important. La gestion de la météo, c'est important. La gestion du bateau et de la direction, malgré qu'il faut aller tout droit, on peut aller voir le tracé qu'on a eu sur cette première tentative. On fait 25% de plus que le parcours idéal. C'est gigantesque sur 180 km. Donc, si tu n'as pas la bonne équipe, tu peux rien faire dans la vie. Ou le bon matériel. Et je sais que tu m'as parlé de lunettes. Oui, dommage, je ne les ai pas prises. Ah, bon, on peut en parler quand même. On peut en parler, mais j'aurais bien voulu les montrer. J'ai du coup des lunettes dans lesquelles il y a un écran. Oui. Et en fait, cet écran, il peut te donner tout plein d'informations, tes battements du cœur, les minutes qui passent, ton nombre de coups de bras par minute. Ouais. Et moi, j'utilise les 2 dernières données, donc pas les battements du cœur, parce que c'est assez stressant quand même de voir son cœur battre, je trouve. Tu m'étonnes. En tout cas, quand il y a 3000 mètres de fond en plein milieu de la nuit, c'est pas quelque chose que j'avais envie d'avoir. Mais tu peux quand même les avoir enregistrés, donc ça c'est cool. Mais la première donnée que j'ai dans mes lunettes, c'est le temps qui passe. Ça paraît hyper barbare, mais en fait c'est aussi très hypnotique de regarder le temps qui passe. Et tout d'un coup, tu te laisses prendre dans le truc et tu as l'impression que tu as cligné des yeux et qu'il y a 30 minutes qui sont passées. C'est fou. Et surtout pour savoir quand il faut s'arrêter, pour faire ses pauses. Puisque l'équipage a le même chrono sur un autre device pour savoir et qu'on se coordonne. Là, on dit on nage 30 minutes, là, on fait 1 heure, etc., etc. Tu sais ce qu'on fera, on les mettra en photo quand même. Ouais, on peut les mettre, c'est assez intéressant. Et du coup, la deuxième donnée, c'est mon nombre de coups de bras par minute. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est la seule donnée qui dépend de moi. D'accord. Moi, je peux décider de tourner les bras plus vite. Ça peut être plus ou moins efficace, donc ça peut être challengé. Mais par contre, si j'aurais pu avoir ma vitesse. Donc, savoir à quelle vitesse, kilomètre-heure, je vais. Et en fait, ça dépend des courants. Donc, t'imagines, toi, tu te dis, je vais lentement, j'accélère, mais j'arrive pas à rattraper mon truc. Et en fait, tu te fatigues dans le vent. Et à nouveau, tu nages pour la nature, mais aussi avec la nature. Et c'est elle qui décide. Et donc là aussi, c'est ce qu'on a dit, et c'était pas du marketing. On a dit, c'est la mer qui a gagné. D'accord. C'est la mer qui a eu le dernier mot. Et c'est d'ailleurs elle qui aura le dernier mot dans tous les sujets dans lesquels on parle. Si on essaye de la défendre aujourd'hui... Donc c'est la nature qui aura le dernier mot. Ben c'est sûr. C'est clair. Est-ce qu'il y a des moments où tu es face à toi-même et tu veux abandonner et en même temps, non, il faut que j'aille jusqu'au bout. Tu vois, il y a un moment où tu veux abandonner et en fait, c'est quoi cette ressource que tu vas aller chercher pour finalement ne pas abandonner? Je dirais que mon meilleur atout, comme tu l'as vu, je ne suis pas le plus grand, le plus fort, le plus musclé. C'est vraiment mon mental. Vraiment mon mental. Tu vas chercher ça où, en fait? Je ne sais pas. C'est une très bonne question. J'ai une très bonne préparatrice mentale, déjà. On travaille ensemble depuis 4 ans. Donc, à nouveau, le mental, qui est moi, dans mes époques de natation de compétition, on n'avait pas du tout d'entraînement sur ça. Et on se rend compte que c'est le 90% de la performance. On passe 20 heures par semaine à nager. On passe même pas 1 heure, même pas chez un psy, mais juste chez quelqu'un qui est capable de comprendre nos faiblesses, nos mécanismes et comment est-ce qu'on peut utiliser ça à notre avantage.
bête, mais bon, c'est trop tard, mais on a rattrapé le temps maintenant. Et cette préparatrice mentale, on a travaillé sur plein de choses. C'est hyper personnel, c'est de quelles sont les méthodes qui peuvent t'aider à passer sur une peur, sur une appréhension que tu peux avoir. Moi, j'avais peur... je faisais des requins? Des requins aussi, mais j'avais beaucoup de crises d'angoisse liées à ma suite à ma première... pas tentative, mais un premier défi, lac Léman à la nage, où en fait, il faisait très, très froid. Ouais. Et du coup, en fait, j'étais aussi dans une forme d'hypnose où, en fait, j'étais complètement dans mon truc, complètement concentré sur mon but, je visualisais mon arrivée, je voyais même pas les éléments. Et en fait, je me suis pas soigné après. C'est-à-dire que moi, j'ai réussi, waouh, tout le monde t'acclame, te dit c'est incroyable, tu bats ton record, tu touches les gens autour de ton sujet, c'est gagné, et tu oublies qu'en fait, ton défi ne s'arrête pas au moment où tu poses le pied par terre. Limite, il commence. Est-ce que tu fais des débriefs après? Oui, bien sûr. Avec une psychologue aussi? Elle est psychologue d'ailleurs, cette préparatrice mentale. Sur ce que tu as vécu, comment tu l'as vécu, comment tu t'es senti à ce moment-là Oui. Après, moi, je suis quelqu'un de très transparent. J'arrive bien à parler de mes émotions. Quand tu crées du contenu, tu fais de la communication. Alors, souvent, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Mais c'est vrai. Moi, j'arrive très bien à communiquer. J'arrive très bien à dire ce qui ne va pas. J'arrive bien à avoir Je me connais par cœur. Je sais exactement comment je réagis. Et là, je dis, là, c'est trop. Là, je ne vais pas y arriver. Et pour rebondir et répondre à ta question, le moment où j'ai eu envie d'abandonner, c'est la première nuit, donc à peu près 15 heures de nage, je dirais. Et là, il y a les méduses qui débarquent en pleine nuit, et on ne s'attendait pas à ça. Donc quand je te dis en pleine nuit, c'est que tu nages et il n'y a rien. Toute la journée, tu n'as rien croisé, tu vois une baleine de temps en temps, une petite raie qui passe, magnifique. Et tout d'un coup, nuit noire, et il y a ton visage qui commence à piquer. Et tu te dis, c'est bizarre. Et je me dis, bon là, il faudrait qu'on mette le matériel méduse. Donc je mets mes gants, mes chaussons, ma cagoule. Donc j'ai quand même le visage, on va dire, qui peut être, qui est en contact avec l'eau, quoi. Oui. Je remets la tête sous l'eau, donc l'histoire de 5 minutes. Des millions de méduses. Des millions de méduses. Partout. Attachées entre elles, donc ils font Donc là, tu te dis, mais en fait, là, on va pas y arriver, là. Et là, en fait, tu te focalises sur le problème. Et en fait... Là, je nage, on essaye de changer de masque, tu sais, ces masques Décathlon qui couvrent toute ta tête avec le petit truc orange là pour faire du snorkeling. On me met ça, pas du tout idéal pour nager, tu peux plus tourner la tête. Et en fait, tu vois encore mieux les méduses, donc ça te fait encore plus peur. Et là, tu te dis, ça te fait de la buée parce que tu respires plus fort et du coup, ça va pas du tout. Et là, je dis, mais attends, là, on va pas y arriver là. Puis là, j'ai ma coach mentale qui est sur le bateau, qui s'occupe de mes ravitaux. Puis je dis, mais tu te fous de ma gueule? C'est quoi cette histoire? On n'a pas fait tout ça pour ça, donc tu y retournes et on est là. Puis je dis ok. Et après, on trouve des solutions, on essaye de comprendre et tout. Et en fait, ces méduses, elles sont là 2 heures par nuit. Et c'est là où on a découvert un truc fou. Elles sont photosensibles. Donc en fait, on les voit la journée au bord des plages parce qu'elles sont échouées par le courant et les vagues. Mais à la base, elles se cachent. Elles se cachent, elles sont sensibles à la lumière. Et en fait, elles venaient dès le moment où il faisait nuit noire jusqu'au lever de lune. Et on avait choisi une période de pleine lune exprès, en se disant que ça allait améliorer la visibilité pour voir les autres bateaux, etc. Et en fait, ça nous a sauvés parce que ça faisait durer en fait les méduses que 2 heures par nuit. Et du coup, la deuxième nuit, c'est là où je m'en suis rendu compte, où je nage, ça a commencé à me piquer. J'ai mis mon matériel, je les ai vus et j'ai dit, ça y est, c'est mes copines, je les connais, tac, tac et tout. Il y en a une qui s'est écrasée sur mon visage. T'étais rassurée, Ouais, et en fait, c'est plus quelque chose de négatif. C'est plus un problème. C'est plus une appréhension, tu maîtrises ton sujet. Elle a aussi, à part si vraiment je vois un requin qui me passe dessous, il n'y a rien qui peut faire peur. C'est apprivoiser aussi. C'est apprivoiser ses peurs et puis c'est de se dépasser. Et puis en fait, tout ça, ça se construit. Tu n'es pas avec ça. Enfin, c'est normal d'avoir peur. Et d'ailleurs, d'avoir peur, c'est la meilleure réaction pour survivre. Oui. De ne pas avoir peur, c'est pas bien. C'est très normal. Mais il faut l'utiliser à son avantage. Et d'ailleurs, la peur, ça te réveille. Hein. Je peux dire qu'à 4 heures du matin, quand tu vois tes millions de méduses, tout d'un coup, ton sommeil, tes micro-siestes à la nage, tu les oublies. Hein. T'es concentré sur ton truc et ça te donne le bon shoot d'adrénaline qu'il te faut. Hein. Et en fait, tu te rends compte que tout ça, mis bout à bout, c'est ce qui t'a permis d'arriver à ces 48 heures et qui potentiellement, j'espère, en 2025, fin juin, on célébrera ça, 180 km, pas plus, parce que faire des détours, ça m'angoisse un peu, parce que ça va être déjà assez long comme ça. Mais on espère pouvoir fêter ça fin juin, ouais. Ma prochaine question, Noam, si tu devais expliquer à ton toi d'il y a 10 ans pourquoi tu fais ça aujourd'hui, pourquoi tu fais tout ça,
pourquoi tu fais ce défi, qu'est-ce que tu lui dirais? Déjà, je lui dirais que rien n'est impossible. C'est-à-dire que rien n'est trop grand pour être réalisable. J'adore. Parce que cette phrase, elle est assez tournée dans tous ses sens. Elle est très cheesy, comme on dit chez toi à Washington. Ouais. Mais, cheesy. Mais en réalité, pour moi, ce qui est important, c'est que t'as ce... Je sais pas comment dire, on a tellement de capacités, même l'être humain, peu importe qui, on a tellement de capacités qu'on n'exploite pas du tout. On se met des barrières beaucoup. Exactement, et c'est pas un problème si c'est fait avec conscience, c'est-à-dire on se dit bah, moi je suis épanoui dans ça, ça me parle, j'ai pas besoin de plus et c'est tout ce qu'il me faut. Mais moi j'ai l'impression qu'il me faut beaucoup et comme on l'a dit, je crois que je suis en train d'essayer de réaliser un truc que je sais pas trop ce que c'est. Mais je sens que j'ai une vieille âme, tu vois. Oui, bah oui. Comme tu dis, tu vois, d'être sage, d'avoir fait toutes ces choses. Je sais, on me le dit souvent et je me dis je pense... Beaucoup de philosophie aussi. Oui. Tu vois? Et puis, je me pose beaucoup de questions sur moi-même, sur le sens de ce que je fais, même si ça a du sens. Hein, déjà, il n'y a pas besoin de l'expliquer, mais où tout le temps, je me remets en question. C'est aussi quelque chose quand tu vois, quand tu es sûr de toi, parce que j'ai une personnalité qui est assez... j'ai très confiance en moi. Ça aussi, c'est quelque chose qui, dans le monde dans lequel on vit, c'est pas quelque chose que tu peux dire sans paraître prétentieux. Mais en fait... Quand tu te construis avec un environnement sain, puis c'est vraiment une chance que je sais que tout le monde n'a pas l'opportunité d'avoir, mais de savoir ce que tu vaux, de savoir qui tu es, de savoir ce que tu veux faire, de savoir où tu vas, ça paraît tellement bête. Mais en fait, moi, quand les gens sont là, ouais, je sais pas, puis je suis là, mais en fait, prends le temps de le découvrir parce que ça fait tout, en fait. Moi, quand je marche dans la rue, c'est d'ailleurs une vraie anecdote, tout le monde me dit, t'as pas du tout l'air sympa, je t'ai vu marcher et tout. Parce qu'en fait, je sais exactement où je vais. Je marche vite. Il n'y a pas une minute de battement. Je ne suis pas là à attendre mon train, à regarder en l'air. Si je suis sur un quai, je suis en train de répondre à quelqu'un, de faire avancer mes projets. Sains ou pas, on peut en débattre. Mais en fait, je sais ce que j'ai envie de faire, tu vois. Et ça, pour beaucoup, ça peut créer de la jalousie, ça peut créer de l'inégalité, de se dire, mais comment lui, il a fait tout ça? C'est clair que lui, voilà, il est né dans une bonne famille. Alors, si une bonne famille, c'est avoir une famille qui m'a laissé l'opportunité de faire ce que j'avais envie de faire dans la vie, oui. Mais le reste, non, j'ai pas eu... Ma famille travaille pas du tout dans la communication, ni dans les réseaux sociaux, ou dans la prod, ou dans le cinéma. Et quand bien même, je me suis construit tout seul. Il n'y a pas de honte dans cette phrase. T'en es fier de ça? Oui, quand même. Ouais. Mais je sais à quel point, tu vois, mes parents ont contribué à ça. Parce que, en fait, finalement, on ne fait jamais rien tout seul. Et toutes ces limites où je vois des gens qui étaient dans ma classe, plus jeunes, qui disaient « Ah, moi, c'est 20h, je dois rentrer. » Mes parents, ils me faisaient 100% confiance. Tu ramènes tes notes. J'avais pas les meilleures notes. Je te dis, j'étais vraiment moyen. Et en fait, on m'a toujours fait confiance. Et puis, ça a été, en tout cas pour moi, une recette gagnante. Ils ont eu la même éducation avec mon frère. Et ça a moins bien marché. Lui, à mon avis, avait besoin de plus de cadres. Et je pense que c'est perdu dans le manque, dans le trop plein de liberté, si tu vois ce que je veux dire, que mes parents nous ont offert. Et du coup, tu te rends compte que voilà, chacun est individuel, chacun est singulier. Et puis en fait, il faut avoir la capacité de s'adapter. C'est pas simple, mais d'éduquer des enfants. Déjà, tant que moi j'en ai pas, je pense que c'est difficile de juger quelqu'un qui en a. Donc, on est d'accord. Par où est-ce qu'on peut critiquer qui que ce soit pour les choix qu'ils font dans leur éducation? Oui, tu as une idée, mais après, les enfants t'amènent dans une direction que... Mais par contre, on peut rebondir là-dessus, entre les enfants et les parents. Une chose que mes parents, ils m'ont pas transmise et que je trouve dommage, pas du tout, c'est leur expérience dans la vie. Ah, intéressant. C'est-à-dire que moi, tout ce que je suis en train de te raconter là, tu vois, de l'analyse de ce qu'on vit, que ça, c'est pas toujours juste, mais ça arrive, que ça, voilà, c'est comme ça, et ça, tu peux le faire comme ça, peut-être, mais voilà, tu vas te prendre les pieds dans le tapis. Mes parents, ils m'ont vraiment... Il y a un dicton dans une langue que je ne me rappelle plus qui est justement, en gros, lance l'oisillon de son nid et tu verras si c'est volé. Et en gros, c'est la sélection naturelle. En gros, si tu l'as lancé trop tôt, il va s'écraser par terre, il va mourir, il va se faire manger par un chat ou par peu importe. Et que si tu as bien fait ton boulot, il va s'envoler tout seul. Et je pense que moi, je me suis envolé tout seul, trop vite, et qu'on n'a pas eu le temps ou qu'ils n'ont pas forcément eu l'idée de m'inculquer ce qui, eux, ils ont...
les leçons que eux ils ont tirées de leur vie à eux. Et moi, j'en ai plein. J'ai presque une liste de je sais pas combien de pages où je me dis, ça, j'aimerais pas que mon fils y fasse comme erreur. Tu vois? J'aimerais pas qu'il vive ce que j'ai vécu là-dedans. Pas dans le protéger, mais de lui dire, ça, c'est pas la bonne manière. Ou en tout cas, avec moi, mais qu'il y aille. Mais au moins, il aura été prévenu. Mais du coup, est-ce que tu crois pas que peut-être tu as été plus dans l'observation et que c'est aussi comme ça que tu as appris énormément. Certaines choses? Énormément. Ouais. Moi, je suis capable de regarder quelqu'un faire. Je pense qu'on est pareil, Et de pouvoir refaire son métier dans 2 jours. Oui, puis tu apprends vite. Très vite. Et c'est très frustrant pour moi de voir les autres qui n'ont pas cette capacité. Ça, c'était quelque chose sur lequel j'ai dû travailler. C'est-à-dire que moi, par exemple, sans rire, je pense que tu me prends en stage une journée, je peux te remplacer. Les mails, comment ça se passe, comment il faut écrire à quelqu'un, comment gérer ça. Je vais tout regarder, je vais tout comprendre. Éplucher. Tout est simple. Enfin, pour moi, en fait, mon cerveau, il marche en arborescence. Tu vois ce que je veux dire? Il n'est pas du tout monotâche, là aussi. Alors, le multitasking, ce n'est pas un truc que je recommande, mais que, en fait, moi, quand je regarde quelque chose, je vois tous les problèmes qu'il peut y avoir, comment les résoudre, les possibilités de oui ou non. Quand tu fais des projets aussi gros, c'est ça qui est vraiment l'atout en fait, du truc, c'est d'anticiper tout ce qui peut arriver. Et moi, sur cette traversée, évidemment, la météo, c'était une variable que tu ne maîtrises pas, mais que je pensais avoir bien cadré avec mon équipe et je me suis rendu compte que non. Et du coup, c'est ma faute. Si tu devais résumer cette aventure que tu es en train de faire en une émotion, ce serait laquelle? Je dirais que c'est l'excitation quand même. Ouais. C'est ce qui ressort le plus. Et d'ailleurs, l'excitation et la peur, c'est les mêmes émotions. Exactement. C'est-à-dire, ça a les mêmes déclencheurs, ça a les mêmes conséquences sur le corps. Que tu sois excité ou que tu aies peur, c'est la même chose. Et c'est aussi beaucoup de gens qui souffrent d'anxiété qui en fait mixent l'excitation et la peur. Et du coup, en fait, moi, à chaque fois que je ressens, typiquement avant un grand événement, comme là, on a été nager dans l'eau à 8 degrés avec une grosse équipe de tournage, on est 15, on est sur une île, 12 heures de voyage pour aller, 12 heures pour revenir, c'est un gros dispositif, il y a beaucoup d'investissement. Moi, je suis que le gars qui sera devant la caméra, mais que tout le monde va voir, que si moi, je ne tiens pas le coup, ça ne va pas le faire. Là, je me mets beaucoup de pression. La nuit d'avant, je ne dors pas bien. Et je me dis, est-ce que je suis excitée ou est-ce que j'ai peur? Et en fait, à chaque fois, peu importe la réponse, je me dis toujours, je me réjouis en fait. Et après, quand j'arrive dans l'eau, j'ai toujours ce truc où je rentre dans l'eau et je me dis, ah mais en fait, c'est incroyable ce que tu vis. Oui, parce que finalement, la peur... On voit ce mot comme quelque chose de négatif. Mais ça l'est pas du tout. Je suis d'accord. Il y a aussi la peur qui fait que tu vas te transcender à un moment donné, parce que tu vas avoir l'excitation nécessaire, comme tu dis. Là, j'ai peur, donc du coup, qu'est-ce que je peux faire pour me sentir légèrement mieux par rapport à cette peur, tu vois. Et c'est ce qui déclenche l'anxiété et des maladies qui sont vraiment graves, qui touchent beaucoup de gens, qui sont en fait le cercle inverse. Au lieu de ce que moi j'essaye de faire, et qui n'est pas toujours facile non plus, mais de te dépasser en allant plus loin, en surmontant ta peur et tout, mais que finalement, quand tu es en bas et que tu as cette spirale négative, ça te dit, ah ben si j'ai fait ça, j'ai peur, donc je sors plus, donc vu que tu sors plus, tu vois plus de monde, donc quand tu vas ressortir, d'avoir du monde, ça va encore plus te stresser, donc tu vas encore plus te renfermer sur toi-même, et du coup, il y a un moment où il faut casser ce schéma qui n'est pas du tout simple à faire, il faut se faire accompagner, c'est sûr. Et c'est vrai que en fait, je sais pas comment dire, moi, j'ai jamais vu la vie de manière négative. On m'a pas éduqué comme ça non plus, puis je l'ai pas eu. J'ai eu des moments très difficiles, des périodes aussi, à l'école où j'ai eu un gros truc à gérer qui était vraiment très difficile, où je collaborais justement sur un très gros dossier et qu'en fait, la personne avec qui je travaillais m'a laissé tomber du jour au lendemain. M'avait dit qu'elle avait fait sa partie et qu'elle ne l'avait pas faite. Et du coup, cette note, elle reste pour ton bac, quoi. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, j'ai 2 semaines pour refaire. Parce que si tu le faisais à 2, en fait, ça te doublait le travail. C'est-à-dire, c'était pas, au lieu de le faire seul, tu le fais à 2. C'est si tu le fais à 2, c'est 2 fois plus grand. Donc, en gros, je me suis retrouvé en 2 semaines de faire le travail que les gens font en une année.
en nageant tous les jours, 3-4 heures par jour, quoi. Et là, je me suis dit, en fait, je vais pas y arriver, quoi. Et donc, j'ai dû vraiment, vraiment me dépasser. Puis ça m'a coûté très cher. Où j'en ai souffert pendant longtemps, où j'ai vu ce que c'était, tu vois, d'être stressé, d'être déprimé, de plus voir le sens parce que tu vois plus le bout. Tu t'es senti abandonné par cette personne? Oui. Puis c'était quelqu'un que j'appréciais beaucoup. Ouais. C'était une amie avant d'être une camarade de classe. C'est intéressant ce que tu dis. Excuse-moi, je te coupe parce que je refais un regroupement par rapport à la façon dont tu englobes tout le temps ton équipe. Finalement, tu vois, c'est intéressant parce que là, tu as travaillé en équipe et finalement, tu t'es senti abandonné par cette personne. Tu aurais pu très bien te dire, bon, bah, c'est fini, je ne travaille plus avec personne, je travaille qu'avec moi, je ne crois qu'en moi. Et finalement, non, tu as réussi à dépasser ça et à retravailler et à faire confiance, en fait, en d'autres personnes. Ouais. Tu vois? Et peut-être c'est pour ça que ça m'a pris du temps pour le faire aussi. Oui, il a fallu laisser passer un petit peu de temps déléguer, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas facile. À nouveau, parce que je fais les choses depuis longtemps, je le fais vite, je le fais bien, je sais comment il faut le faire. Et ben voilà, si tu veux réussir des défis comme ça, c'est sûr, il faut travailler en équipe et il faut savoir déléguer. C'est aussi, tu vois, des choses qu'il y a plein de gens qui savent faire et que moi, je ne sais pas faire. Et à l'inverse, très peu de monde peut nager aussi longtemps que moi et faire ça, ou monter ce genre de projet. Puis en fait, c'est ça, on a chacun nos atouts, nos défauts, nos qualités. Puis en fait, il faut collaborer ensemble pour pouvoir construire une équipe qui se pousse vers le haut. Et c'est ça, en fait, la vie. Même pas le côté professionnel, mais en fait, de trouver un partenaire ou une partenaire qui t'apporte quelque chose que toi, tu peux peut-être pas t'apporter tout seul. Et inversement, l'aider dans d'autres domaines et construire quelque chose ensemble. Et c'est ça, en fait. C'est assez simple, finalement. Écoute, je vais te laisser le mot de la fin. Est-ce qu'il y a un message en particulier que tu as envie de transmettre aux gens, que ce soit par rapport à la nature, par rapport à des défis de ton aventure Est-ce qu'il y a un message particulier que tu as envie de délivrer Alors, je dirais que oui. Cette deuxième tentative, on l'a fait avec une vocation qui est très précise pour la nature, comme toujours. Mais on a un message qui est assez fort, qui est aujourd'hui d'augmenter, ne serait-ce que juste poser la protection en fait, des aires marines protégées en France. On ne le sait pas, mais la France est le pays qui a le deuxième plus grand espace maritime mondial, derrière les États-Unis, grâce à leur territoire outre-mer, etc. Donc, ils ont énormément en fait, de zones sous leur gouvernance en mer. Et ils se vantent d'avoir pas mal d'aires marines protégées. Et on se rend compte, en fait, moi qui vais traverser la plus grande aire marine protégée de Méditerranée, entre Calvi et Monaco, tout va bien. J'espère qu'on ne l'entendra pas. Tout va bien. Et en traversant la plus grande aire marine protégée entre Calvi et Monaco, elle s'appelle Pelagos. Elle est gouvernée par 3 pays, la France, l'Italie et Monaco. Et en fait, on se rend compte que ces aires marines, elles ne sont pas du tout protégées pour la plupart. Et donc, le message aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on a choisi le mois de juin et pas le mois d'août, comme ma dernière tentative, c'est pour s'inscrire dans une actualité politique qui est celle de la conférence des Nations Unies sur l'océan, qui aura lieu début juin à Nice, juste à côté de Monaco. Et l'objectif, c'est aujourd'hui de pousser la France à tout simplement augmenter le niveau de protection de ces aires marines protégées pour qu'elles soient réellement protégées. Il y a un objectif qui est très clair, qui a été fixé par le Parlement européen, qui est d'atteindre 10% de protection forte de ces territoires d'ici 2030. C'est très ambitieux, c'est pas facile à faire, mais je pense qu'en tout cas, de se rapprocher de cet objectif serait déjà un bon début. Et ça va être le combat qu'on va mener ces prochains mois et qu'on espère que cette nage va pouvoir influencer un gouvernement, un pays, pour prendre des décisions, on va dire, en faveur de tout, mais avant tout de la nature. Et on ne se rend pas toujours compte, mais on dit toujours sauver la planète. Mais en fait, on oublie souvent que c'est sauver nous. Il faut qu'on se sauve nous. Parce que la planète, elle va s'en sortir. Hein. Elle va nous éliminer juste avant pour se reconstruire. Bah, écoute, très beau combat, très beau message. Merci d'avoir passé ce temps avec moi, de t'être livré aussi sur... c'est vrai que je ne le fais pas souvent. Beaucoup de choses. Ah bah, écoute, je suis honorée alors que tu aies fait ça avec moi. Et puis, on va suivre tes aventures. J'espère. Jusqu'au mois de juin. Bah oui. Et puis, on te souhaite le meilleur, de gagner et puis de remporter ce record du monde et puis surtout de faire passer ton message qui est très important. Merci beaucoup.
Voilà, quant à nous, on se retrouve pour une prochaine interview, un nouvel invité. Et n'oubliez pas, prenez soin de vous, où que vous soyez dans le monde, et des autres. Bye bye.